Je t'en prie, commence. Donc nous intervertissons le passage de Madame Pécresse et le passage de Odile Leperverrier qui va nous parler d'un point essentiel dans notre discussion, la question laïque au sein de l'Union européenne. Merci Odile, ancienne députée européenne émergée, d'avoir accepté de nous parler de cela et membre du conseil d'administration du comité Laïcité République. Alors, chers amis, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui à l'invitation de Jean-Pierre pour vous parler d'un sujet qui est quand même assez difficile, délicat, qui est la laïcité dans l'Union européenne. On va changer complètement d'ambiance par rapport au débat de ce matin parce que la laïcité au niveau de l'Union européenne, on n'est pas du tout au même niveau. Donc voilà, ne vous étonnez pas, mais on n'a pas les mêmes préoccupations. Quelques remarques. Je parle bien de l'Union européenne et pas de l'Europe dans son ensemble. Je ne vais pas vous faire un tableau de la laïcité ou du fait religieux dans les différents États membres. Donc bien l'Union européenne. Deuxièmement, je parle de laïcité et pas de sécularisation. Il paraît que, et c'est sans doute vrai, que la laïcité n'est pas traduisible. C'est pas pour autant que nous allons renoncer à notre principe de base, la laïcité. Voilà. Après, quelques premières remarques. Si je vous disais que l'Union européenne fait bon ménage avec la laïcité, vous ne me croiriez pas et vous auriez raison. L'Union européenne se marque pas par étant l'illustration des vertus laïques. Voilà. Alors, je sais pas, je m'arrête. Non, tu continues. D'accord, ok. Donc, à partir de là, ce que je voudrais, c'est que nous réfléchissions un petit peu à l'état des lieux aujourd'hui de la laïcité dans l'Union européenne, afin de comprendre pourquoi nous en sommes arrivés là. Alors, au point de départ, l'Union européenne est neutre sur le plan de la religion. C'est-à-dire que avec une neutralité de façade, elle a quand même permis l'intrusion d'un lobby religieux exorbitant. Mais au point de départ, je persiste et signe, il y a une neutralité de l'Union européenne. Alors, pourquoi ? D'abord parce que l'Union européenne se refuse à toute immixtion dans les affaires religieuses des différents États membres. C'est l'article 17, le premier alinéa. Je pense que c'est un élément extrêmement intéressant et extrêmement protecteur pour nous, Français, par rapport à la loi de 1905. Certes, on voudrait des avancées, certes, on voudrait supprimer un certain nombre de choses, y compris les lois sur le blasphème, on en a parlé ce matin, mais moi je persiste encore là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, cet alinéa nous protège. Et c'est pour cette raison que toutes les tentatives de condamnation auprès de la Cour européenne de justice ont été déboutées. Donc on pourra peut-être revenir sur cette question, mais c'est important. Par ailleurs, l'Union européenne considère dans ses valeurs et dans sa charte des droits fondamentaux qu'il y a nécessité de la liberté absolue de conscience et de la diversité religieuse. Voilà. Alors, est-ce que c'est contradictoire avec le point avant ? Je ne sais pas, mais voilà. Ça, c'est pour le côté positif. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est réellement ? Alors, je pense que vous avez tous en mémoire, parce que vous êtes tous des laïcs convaincus, cette histoire pendant le traité constitutionnel, pendant la négociation, des racines chrétiennes de l'Europe, que certains voulaient voir introduites dans le préambule du traité. Heureusement, ce point a été rejeté. Il y avait une très forte pression, notamment des églises allemandes, mais ce point a été rejeté grâce à la mobilisation des associations laïques, grâce aussi au gouvernement français. Cela étant, il y a eu une contrepartie par rapport à ce recul, et cette contrepartie, c'est laquelle ? C'est d'introduire un article au sein du traité de Lisbonne, qui est en fait le copier-coller du traité constitutionnel, et c'est toujours l'article 17, mais ce sont les autres alinéas, qui instaure un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations cultuelles. Alors, pour contrebalancer, on a introduit le fait
que les associations non confessionnelles et philosophiques pourraient elles aussi être appelées dans ces tables de concertation. Voilà, c'est la petite contrepartie qu'on nous a donnée, de la même façon que on a considéré que le droit national prévalait pour ces mêmes associations. En fait, qu'en est-il réellement ? Eh bien, que finalement, c'est un peu un cheval une alouette, c'est-à-dire que les associations religieuses sont régulièrement consultées et les associations non confessionnelles, ont droit à quelques colloques, quelques réunions, mais rien de très médiatisé, alors que toutes les rencontres avec l'épiscopat est toujours mis en avant sur les sites de la commission. L'autre chose, c'est que, sans revenir sur le fait que c'est extrêmement schizophrénique pour les associations qui militent pour la séparation des églises et de l'État, d'être conviées par rapport à un article qui, justement, entérine l'écoute qui est donnée aux forces religieuses. Enfin, moi, je pense que on devient schizophrène à moins. Mais surtout, c'est que cet article va permettre le passage à Bruxelles et à Strasbourg, enfin dans les couloirs des instances européennes, la mise en place d'un lobbying religieux absolument étonnant, voire exorbitant. Alors, aujourd'hui, il faut voir que toutes les églises, et notamment les églises chrétiennes, parce que c'est vraiment cet aspect-là qui est le plus représenté, ont toutes des bureaux de représentation. On parle souvent de la COMES, qui effectivement a des locaux, des moyens, des collaborateurs, et qui maintient une présence absolument permanente à Bruxelles. Il y a également aussi d'autres représentants d'associations, des associations de protestants, d'orthodoxes, sans oublier la Compagnie de Jésus, les dominicains, etc., etc. À côté de toutes ces représentations, les représentations des religions juives ou musulmanes sont extrêmement réduites. Voilà, donc on est vraiment dans la représentation d'églises catholiques ou protestantes. Alors finalement, toutes ces associations ont deux modus operandi. Soit elles cherchent à être reconnues, c'est-à-dire à être connues, c'est-à-dire qu'elles se baladent, on va dire ça comme ça, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, dans les couloirs des institutions européennes. Elles se montrent, elles participent à des colloques, elles en organisent d'ailleurs, et puis elles essaient de prendre la parole à toutes, dès qu'elles en ont la possibilité. Et elles trouvent souvent des oreilles complaisantes par rapport à ça. Lors de l'année du dialogue interculturel, le président du Parlement européen avait organisé des consultations et des auditions des représentants des cultes. Alors, il y en a eu un mercredi session, il en a programmé une autre, et là, il y a quand même une minorité agissante qui a réagi, et du coup, il a arrêté d'inviter comme ça des représentants des églises, et ça a permis aussi une certaine prise de conscience d'un certain nombre de députés qui ont structuré une plateforme pour la sécularisation au niveau des instances européennes, et notamment du Parlement. Mais ça n'a pas empêché le pape de venir en 2014. Il y en avait déjà un qui était venu en 1988. Et là, face à ça, encore un président, alors encore un président allemand, mais ce coup-ci social-démocrate, Martin Schulz, qui l'a invité. Il n'y a pas eu beaucoup de réactions. Martin Schulz a dit qu'il recevait le responsable, le patron, le président du Vatican, et pas le pape. Voilà, donc les députés n'ont pas protesté. Il y a une députée radicale, une seule, elle était au début de son mandat, et elle a osé un peu ruer dans les brancards, mais elle était bien seule. Et voilà, donc ça, c'est la façon d'occuper le terrain, de se montrer, et encore d'être présent. L'autre façon, qui est encore plus insidieuse et plus dangereuse, c'est l'infiltration. Et les membres de ces congrégations religieuses, quelquefois les membres de l'Opus Dei, cherchent par tous les moyens à entrer dans la commission,
à truster des places dans tous ces comités et commissions Théodule et Théodore qui gravitent autour de la commission. Et il y a eu un moment extrêmement compliqué, c'est quand Manuel Barroso, qui avait quand même beaucoup de complaisance à l'égard de ces agissements, a organisé une commission autour de la bioéthique et où il n'y avait que des représentants des cultes, des théologiens et même une femme experte auprès du Vatican qui était dite de vierge consacrée. Honnêtement, je ne sais pas ce que c'est qu'une vierge consacrée, mais je trouve que dans le curriculum vitae de cette personne, on indique qu'elle était une vierge consacrée. Je trouve quand même que dans des instances au niveau du Parlement européen et de la Commission européenne, pour moi, ça fait un peu désordre quand même. Voilà, donc ça, c'est leur façon d'agir. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que finalement, ils ont un impact sur la politique, parce que c'est bien ça. Est-ce que les textes votés ont des répercussions par rapport à ce lobbying de ces associations? D'une certaine façon, oui. D'une certaine façon, oui, parce que depuis l'arrivée en force, c'est-à-dire, je dirais, depuis 2004-2005, un certain nombre de textes ont du mal à passer. Tous les textes qui concernent le droit des femmes, la bioéthique, le droit des minorités, notamment des minorités sexuelles, donnent lieu à des bagarres absolument terribles, avec les députés sont bombardés de mails, de SMS, et on sent un climat extrêmement difficile. Il faut savoir quand même que le Parlement européen et la Commission étaient quand même très progressistes sur un certain nombre de domaines. Alors, pas des domaines de compétence de l'Union, mais quand même marquaient un certain territoire par rapport à des droits des minorités et notamment aussi des droits des femmes. Or, depuis 2005, c'est beaucoup plus difficile de faire avancer les textes, notamment sur essayer de promouvoir, par exemple, la libération de l'avortement d'un certain nombre de pays. Voilà. Donc ça, c'est effectivement l'effet de cette présence, de cette omniprésence des congrégations religieuses et des associations cultuelles. La question qu'on peut se poser, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, et est-ce qu'il y a une fatalité ? Je veux dire que c'est par rapport à ça que nous, militants laïcs, nous pouvons organiser éventuellement une riposte. Alors, pour moi, si vous voulez, il y a deux aspects. D'abord, est-ce qu'il y a une fatalité ? Je répondrai non, et je dirais qu'au niveau d'un certain nombre d'éléments, il n'y a pas d'enclave, véritablement d'influence de l'Église dans la constitution de ce que j'appellerais le modèle européen culturel, qui est celui qui a permis qu'à un moment on ait cette idée de fonder l'Europe. Alors, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, je vais pas revenir ce matin. La députée du MoDem a esquissé tout un tableau. Moi, je pense qu'on n'a pas le temps. Simplement, on sait bien que très vite, l'idée européenne fait son chemin. D'abord, elle commence avec les Romains et la Mare Nostrum, et puis le Moyen Âge et surtout la Renaissance, avec l'arrivée de l'humanisme et le siècle des Lumières. Et c'est à partir de là que vont se forger les valeurs fondamentales de l'Union européenne, à travers, je dirais, les références qui peuvent être l'humanisme, le rationalisme et l'universalisme. Ce sont ces valeurs qui sont aujourd'hui dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et au niveau de ces valeurs, elles ne peuvent pas être marquées du sceau d'une religion. Ce sont des valeurs universelles. Voilà, donc je crois que c'est ça qu'il faut en retenir. Donc on n'aille pas nous faire un baratin, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, sur l'Europe spirituelle, la culture spirituelle de l'Europe, et qu'on ne parle pas de l'âme de l'Europe comme le faisait Jacques Delors. Chacun a le droit à ses croyances, à ses convictions, mais je crois que sur le plan des institutions, on ne peut pas développer ce type d'argument. Alors, ce qu'on a dit aussi, c'était que les pères de fondateurs de l'Union européenne, de l'Europe, étaient des démocrates chrétiens. C'est sans doute vrai, et c'est vrai pour Robert Schuman. Quant aux trois autres, alors là, je m'inscris totalement en faux. Que ça soit Paul-Henri Spaak, qui était un socialiste belge, qui a un petit peu viré au libéralisme à la fin de sa vie,
que ce soit Alterio Spinelli, pour lequel j'ai une affection toute particulière, parce que c'est vraiment quelqu'un qui s'était battu et qui voulait une Europe fédérale à consonance républicaine, et je dis bien républicaine, et que ça soit même Jean Monnet. Bon, alors moi je n'ai jamais compris que Jean Monnet puisse être démocrate chrétien. Il paraît qu'aujourd'hui l'Église a tendance à le sanctifier. Peut-être que sur le tard, il a brusquement été illuminé et qu'il s'est mis à croire en Dieu. C'est pas le sentiment que j'avais en lisant ses mémoires. Enfin bon, voilà. Donc tout ça pour dire que on vient de pas nous faire le coup des les pères fondateurs qui étaient des images saintes. Non, absolument pas. Alors, effectivement, c'est un problème de rapport politique et c'est la démocratie chrétienne en tant que groupe politique qui a marqué ce territoire et qui a marqué le fait qu'aujourd'hui et après la guerre, l'Europe ait eu tendance à écouter peut-être les voix des associations et des représentants des cultes. C'est vrai que alors l'affaire s'est compliquée à partir de la chute du mur, quand nous sommes engagés vers l'élargissement de l'Union européenne aux pays d'Europe centrale et orientale, qui, sortant du joug communiste, ont renoué avec la religion et ont eu des positions nationalistes très néo-chrétiennes. Alors, c'est vrai que du coup, la démocratie chrétienne est devenue beaucoup plus agressive et a renforcé cette tendance à vouloir gagner à tout prix. Il faut dire aussi qu'à partir du traité de Maastricht, on est dans une vision, on crée une Europe politique et que ces débats-là ont plus d'importance. Voilà. Donc là encore, c'est un problème de force politique, ce qui veut dire que ce n'est pas pour moi une fatalité. Je voudrais faire une dernière remarque concernant la position du gouvernement français. C'est vrai que sur un certain nombre d'affaires et par rapport au texte, la France a toujours marqué son désaccord. Ok. Mais elle n'a jamais cherché à faire valoir cette position de la laïcité, qui est quand même une de nos valeurs fondamentales, et qu'elle ne s'est jamais battue sur ce créneau-là. Alors, si c'était pas la laïcité, c'était peut-être le pacte républicain qu'elle aurait dû mettre sur la table. On comprend bien que dans cette aventure qui était le couple franco-allemand moteur de l'Europe, c'était difficile compte tenu des positions de l'Allemagne et des relations que l'Allemagne entretient, enfin le système allemand au niveau des religions était peut-être plus difficile. N'empêche que les Anglais n'ont pas eu de moindre hésitation à nous imposer leur système de référence. Et avec ou sans Brexit, le système anglo-saxon, on va se le garder, je suis désolée, alors que nous n'avons pas, nous, su un petit peu mettre en avant notre système républicain. Donc moi, je pense que là, il y a une vraie question. Alors je sais bien que c'est difficile pour nous, associations laïques, d'aller voir, si on va voir le président de la République, c'est pour lui poser des questions sur la loi de 1905, c'est pas pour lui dire, est-ce que vous pourriez pas faire quelque chose au niveau européen ? Mais quand même, je pense que là, il y a matière à réflexion. Alors, pour conclure, je voudrais dire que quand même, il y a eu un sursaut. Je vous ai dit, alors je vais un peu vite, mais je vous ai parlé de Manuel Barroso, ce qu'on a vécu avec Manuel Barroso et sa complaisance à l'égard des groupes religieux, aujourd'hui est moins vrai avec Juncker et surtout son premier vice-président, Franz Timmermans, qui, lui, a une position beaucoup plus laïque. Donc les problèmes sont moins difficiles aujourd'hui. Et on a marqué quelques petites victoires. Je vous ai parlé de ce fameux comité de bioéthique. La Fédération européenne de la pensée libre a saisi le médiateur européen, n'a pas vraiment gagné, mais le médiateur a reconnu qu'il y avait un problème. Et en 2017, le nouveau comité, là, est un comité de scientifiques. Fini les théologiens, la Vierge consacrée ou je sais pas quoi. Enfin, une vraie commission d'éthique avec des scientifiques et des laïcs. Voilà. Donc ça, il y a des avancées. Je pourrais vous en citer un certain nombre, mais je pense que comme on est pressé, je veux pas aller trop au-delà, on pourra en discuter. L'autre question qui est importante, c'est qu'effectivement, il faut que les associations laïques s'organisent à Bruxelles. Elles commencent à le faire.
elles marquent leur territoire et il faut continuer sur ce plan-là. Là aussi, on pourra en parler. Moi, je rêve, parce que c'est quand même un peu les stades d'un rêve, d'un intergroupe laïcité au Parlement européen. Je pense qu'il faut s'y préparer. Je ne sais pas si on y arrivera encore ce coup-ci. On n'y est pas arrivé la fois dernière, mais peut-être qu'on finira par obtenir satisfaction. Et puis, l'autre question, c'est évidemment la question de l'Europe politique. L'Europe est en crise. On peut imaginer qu'à un moment, pour sortir de la crise, il faudra redéfinir l'Europe. Et alors, ça voudra dire que nous pourrons essayer de faire avancer nos valeurs, de faire avancer nos références à notre pacte républicain. Alors on l'appellera ou on l'appellera pas comme ça, j'en sais rien, mais il y a des choses à faire par rapport au service public, par rapport au rééquilibrage de la puissance publique, car on sait bien que la laïcité, elle ne peut prendre racine que lorsqu'il y a une puissance publique en état de marche, qui contrecarre les initiatives privées et notamment les initiatives confessionnelles. Voilà. Et puis il faudra aussi régler le problème des lobbying. Je vous ai parlé des lobbying religieux, mais ils ne sont pas les seuls. Je dirais, par rapport à la démocratie, le fonctionnement des lobbying est un non-sens. Et donc, je crois que là, vraiment, il y a une réflexion à mener sur ce terrain-là. Et pour conclure, pour tout vous dire, moi, je crois en une Europe républicaine. Je suis peut-être bien la seule. Enfin, je suis pas sûre que je sois toute seule, mais je crois qu'il y a à faire. Il faut pas en avoir honte. Il faut y aller. Enfin, je veux dire, c'est la meilleure façon, peut-être, d'avancer et d'éviter que ce qui se passe à Bruxelles vienne vers nous. Nous voulons aller vers Bruxelles et apporter nos valeurs. Je n'aimerais pas, et je pense que ça, c'est pas une utopie du tout, que ce qui se passe à Bruxelles avec l'article 17 soit imposé en France, c'est-à-dire des consultations régulières des associations religieuses. Voilà. Voilà, j'ai terminé. Merci à Odile Leperveillier d'avoir remplacé au pied levé Valérie Pécresse, qui va bientôt prendre la parole et que je salue. Odile, donc tu as avancé ta présentation. Je propose qu'il y ait quelques questions. S'il vous plaît, tenez-vous à des questions brèves, de manière d'une part à ce qu'Odile Leperveillier puisse répondre et d'autre part à ce qu'on essaie de rattraper légèrement le retard que nous avons pris. Comme vous le savez, la salle est beaucoup moins pleine qu'elle ne devrait l'être puisque nous avions plus de 220 inscrits, mais la journée semble être un peu compliquée. Il ne faudrait pas qu'elle se vide avant la fin du colloque. Donc, quelques questions, 3 si c'est possible, et vraiment brèves. Merci. Merci pour me donner la parole. Je crains les gens qui... Représentez-vous, s'il vous plaît. Marc Sasso, citoyen lambda. Je crains les gens qui portent la robe et une chose blanche autour du cou. Je voulais savoir si ces gens qui font partie des lobbying sont reconnaissables à un accoutrement. Alors, y a-t-il, par exemple, dans ce genre-là, de la jante féminine, ou alors est-ce que c'est uniquement de la jante masculine? Merci. Oui, je me présente, Benjamin Lisan. J'ai travaillé 2 ans et demi à la Communauté européenne entre 88 et 91 et j'ai vu que le poids des lobbying était vraiment très important, que ce soit tous les bureaux rue de la Loi, mais aussi leurs entrées dans la Communauté européenne. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen quand même de limiter les entrées de tous ces gens-là, qui soient quand même autorisés qu'à certains moments, mais pas tout le temps? Merci. Une dernière question. J'ai une question assez brève. J'ai appris à Pierre-Étienne Boucher, responsable Parti Socialiste dans le département de l'Oise. J'ai appris il n'y a pas très longtemps qu'il y avait 4,5 millions de Français qui étaient sous le régime dérogatoire, Mayotte, etc., Alsace-Moselle. Bon. Et j'ai appris récemment que en France, et du coup ma question va porter sur l'Union européenne évidemment, en France, je crois que le Conseil d'État autorise les religieuses à porter la tenue dans des établissements de soins, donc des cliniques privées, mais qui du coup relèvent d'un service de santé publique. Bon, parce que avant 1905, c'était la tradition, les religieuses étaient en tenue, etc. Donc, est-ce que l'Union européenne, puisque vous avez été député européen, est-ce que l'Union européenne là-dessus
quelle est sa position sur ce type de situation, bon, qui regarde la France, mais bon, qui peut regarder d'autres États, effectivement, où on a tout un tas de dérogations comme ça. Merci. Je vais répondre tout de suite à la dernière question. Je l'ai dit, le droit des États membres s'applique et donc l'Union européenne ne s'en occupe pas. C'est une arme à double tranchant. Moi, je dis que c'est une protection vis-à-vis de notre loi de 1905. Bon, après, effectivement, ça empêche d'avancer peut-être sur une vision collective des choses. Mais je pense que, compte tenu de l'importance de la représentation des églises au niveau de l'Union européenne, aujourd'hui, on a quand même intérêt à être protégé dans notre... c'est ce qu'on appelle la subsidiarité, et je pense que sur certains plans, c'est important. Voilà. Concernant les entrées et cette masse de lobbyistes, d'abord, moi, j'aime pas du tout ce terme, mais bon, ça traduit une certaine réalité. Oui, je pense qu'il y a une réflexion à mener sur comment les mettre à distance. Alors, c'est pas simple parce que effectivement, on ne peut pas empêcher des citoyens organisés dans une association, dans un groupe, dans un syndicat, de pouvoir avoir accès aux instances de l'Union européenne. Mais la Commission européenne s'en sert comme une espèce de démocratie participative de tous ces groupes, et dans une conception qui est totalement anglo-saxonne, c'est-à-dire que toute personne qui agit pour ses intérêts est un lobbying. Mais des lobbying, il y a de tout. Il y a aussi bien des syndicats, il y a aussi bien des associations qui travaillent pour l'intérêt général que des représentants perso. Enfin, je veux dire, les lobbying, c'est quoi ? C'est l'antichambre du Parlement, où les associations viennent quémander et viennent tirer la manche des députés. On est aussi dans un contexte où ces mêmes parlementaires sont financés, dans certains cas, par les lobbying. Donc c'est quelque chose d'extrêmement malsain. Je ne sais pas comment on peut les mettre à distance. Il y a effectivement des registres où les lobbyistes sont obligés de s'inscrire. Seuls les bureaux de région sont dispensés. Je veux dire que là-dessus, la France a reculé, puisque maintenant les associations cultuelles n'ont plus à s'inscrire, aux fameux amendements. Donc voilà, je veux dire, c'est pas très simple, mais je pense que il faut absolument réfléchir à la question et avoir des réponses. Voilà. Quant aux femmes, il y en a pas beaucoup dans ces congrégations, mais quelquefois il y en a dans les représentantes. Je veux dire, il y a des femmes qui sont engagées, mais c'est vrai aussi qu'on voit des ecclésiastiques en robe. Moi, je me rappelle avoir reçu au Parlement, avoir accompagné au Parlement européen un groupe de femmes organisées dans une association féministe. Donc, c'était un jour de mini-session à Bruxelles. Je les ai emmenées alors, je leur avais expliqué tout ça. On avait déjeuné ensemble et je leur avais expliqué tout ça. Et puis, je les ai emmenées à la tribune du public pour qu'elles assistent au début de la session. Et là, on s'est vraiment heurté à un groupe d'orthodoxes, alors de pop, en tiare et tout, qui sont sortis. Et bon, c'était vraiment l'illustration. Et ça, je dirais pas, c'est pas tous les jours, mais c'est quand même assez fréquent. Voilà, donc... Merci beaucoup, Odile Leperverrier. Je crois que cette échappée sur l'Union européenne prend tout son sens, justement, comme tu l'as rappelé, par rapport au vote de cet article 38 de la loi ESSOC qui a annulé la nécessité pour les associations cultuelles de s'inscrire comme association d'influence. Et elle nous permet aussi de comprendre comment il ne s'agit pas d'être sur une position uniquement défensive en matière de laïcité, mais comment nous devons absolument faire l'effort de faire comprendre pourquoi la laïcité française est un système de liberté que beaucoup pourraient partager avec nous. Je salue l'arrivée de David Assouline du groupe PS du Sénat, qui devait prendre la parole le dernier, mais comme vous le savez, cette journée est un petit peu compliquée, donc on va modifier les choses. Valérie Pécresse va intervenir à présent, puis David Assouline, et c'est Lauriane Rossi, qui est questeur de l'Assemblée dans le groupe majoritaire de l'Assemblée, qui ne le sait pas encore, mais qui interviendra la dernière, donc, puisqu'elle n'est pas encore arrivée.